Merci à tous d'être présents. Comme je vous ai annoncé dans le mail, le but, c'est vraiment de vous retrouver autour d'une table ronde avec un panel de cyclistes français, francophones, qui représentent un petit peu toutes les générations, avec Axel Laurence, avec Guillaume Martin, des sprinteurs, Marc Sarraud, Hugo Hofstetter, des anciens avec Jérôme Cousin, on attend Monsieur Chérel. Il y a quasiment toutes les équipes françaises qui sont représentées. Il y en a d'autres qui auraient voulu s'exprimer, mais qui n'ont pas eu forcément le droit. Et moi, tout simplement, ce que je voulais faire, c'est entendre votre avis sur la sécurité, sur ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le peloton, tous ces débats autour des chutes, de votre sécurité. Vous êtes les premiers concernés. Je trouvais ça bien de vous donner la parole. Je voulais commencer avec toi, Rudy, qui a vécu une grave chute en début de saison. Qu'est-ce que tu penses, toi, Rudy, de tous ces débats sur la sécurité? Qu'est-ce qui se passe dans le peloton? Ce qui ne va pas pour toi? Ce qui est possible d'être amélioré? Ouais. Tout d'abord, c'est une accumulation de paramètres qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chutes. On peut pas incriminer un seul facteur. Après, moi, je trouve quand même déplorable d'attendre que les principaux leaders se mettent out pour lancer le débat. Et j'ai Oui. l'impression que nos instances ne font rien du tout. On est un des seuls sports qui lutte pas du tout pour notre sécurité. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Et on fait un des sports les plus dangereux pour moi qui existe. 60 à l'heure, 70 avec un bout de tissu. Voilà, c'est comme si on roule en short t-shirt dans sa bagnole, on ouvre la porte et on saute, quoi. C'est la même chose. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut agir, mais il y a beaucoup de paramètres. D'abord, les coureurs qui prennent beaucoup de risques à des moments où il n'y a pas forcément besoin. C'est sûr, le matos évolue, mais bon, faut vivre avec son temps. Je vois pas maintenant comment on peut réduire ça. Les organisateurs font déjà quand même beaucoup d'efforts, peut-être pas assez. Euh, Sanctionner les comportements dangereux, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand je vois des mecs qui se retournent dans le dernier kilomètre pour chercher leur sprinter, ça me rend fou. Quand je vois hier encore le mec qui lance le bidon Ouais. et que le bidon revient sur la route, il a failli y avoir encore un crash. Dans le final des courses, ça, voilà, les mecs qui parlent à l'oreillette à 50 à l'heure, à une main sur le bidon, s'il y a un coup de frein, ils sont par terre. Enfin, il y a des comportements qu'on peut plus voir. Et aujourd'hui, il faut les identifier et les sanctionner pour qu'on minimise. On réduira jamais à néant les crashs, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des petites actions qui doivent être faites pour au moins les diminuer, ne serait-ce que quelques pourcentages. Là, comme il y a eu cette année depuis le début de la saison, voilà, moi j'ai fait un fait en janvier, j'ai pu regarder toutes les courses. Aujourd'hui, je porte des lunettes. Avant ma chute, j'en avais pas. Il y D'accord. aura un avant, un après. Et là, c'est trop. Moi, j'ai pris 5 gamelles. Chaque fois, c'est pas de ma faute. Ça s'expose devant moi. Voilà, c'est moi j'en ai aussi ras-le-bol de toujours tomber et pas pouvoir m'exprimer. Bon après c'est aussi concours de circonstances, je suis au mauvais endroit. Mais quand je vois à la télé depuis le début de la saison, c'est énorme le nombre de crashs qu'il y a et je pense qu'il faut agir. J'en parlais avec Jonathan Coinon, qui était le premier connecté. Il y a encore eu une course neutralisée hier, et j'ai l'impression, vous me dites, hein, c'est vous les premiers concernés, si je me trompe, mais il n'y a pas une course aujourd'hui, du moins cette saison, où il n'y a pas une chute, voire une chute assez grave. Est-ce qu'on avait déjà vécu ça depuis, je ne sais pas, depuis 10 ans? On dit toujours que ça tombe, mais j'ai vraiment l'impression que cette année, ça tombe quasiment à toutes les courses. Oui, bah pour ma part, cette année c'est quand même exceptionnel. Est-ce que c'est concours de circonstances que ça tombe comme ça? Bah je pense pas. Mais à ce point-là, moi j'ai jamais vu. D'accord. Julien Bernard qui vient de nous rejoindre, il y a Kevin Vauclin. Julien, tiens, justement, toi qui viens d'arriver, tu prends la discussion. Tu as pas mal d'expérience dans le peloton. Est-ce que tu as vu un changement depuis quelques années, particulièrement peut-être depuis cette année? Ouais, moi déjà, salut tout le monde, désolé pour le retard, j'ai pas pu entendre tout ce que Rudy a dit, mais j'ai entendu la fin et je suis assez d'accord avec lui. C'est sûr que le nombre de chutes a augmenté ces 5 6 dernières années. Je trouve qu'il y a eu un avant et un après Covid aussi. Savoir vraiment d'où ça vient et qu'est-ce que faire, quoi faire pour les limiter, c'est assez dur. Ah Je ouais. trouve que c'est souvent des comportements qui sont à l'origine des chutes. Le matériel, comme dit Rudy, ça me paraît
de mon point de vue, assez compliqué de le limiter. Faut pas non plus oublier que c'est aussi nos sponsors, c'est des usines, c'est plein de gens qui travaillent, c'est des ingénieurs. Donc, ça me paraît compliqué de limiter ces gens-là et puis de leur enlever leur boulot, en fait, de continuer Oui. à développer les vélos. Donc, moi, ça me paraît compliqué. Réduire les vitesses aussi, ça me paraît aussi compliqué. On parlerait de 2, 3, 4 km heure, d'accord, mais une chute à 45, une chute à 42 km heure, moi, je vois pas trop la différence. Limiter les braquets, on se retrouverait avec des sprints où tout le monde est sur le 54-11 et où le placement serait encore plus primordial et du coup, ça ferait encore pour moi plus de chutes. Donc, je rejoins, je crois que Rudy, il parlait du coup plus sur la protection qu'il y a sur nous. On fait encore du coup du vélo à 60 km heure avec ouais, des maillots qui font 0,1 cm d'épaisseur. D'un côté, ça paraît presque stupide de parler de ça, de dire est-ce qu'on devrait plus se protéger avec les fringues et nos vêtements, mais au final, est-ce que ça va pas être une des solutions sur laquelle on va devoir réfléchir? Est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui ressort un petit peu aujourd'hui dans pas mal de discours, que le problème numéro un, au final, c'est vous, les coureurs, c'est le comportement des coureurs. Guillaume, peut-être pour prendre la parole là-dessus, est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi sur ce constat-là, je suis complètement d'accord. Si on identifie un peu les moments peut-être dans l'année où il y a des chutes, j'ai pas l'impression que c'est réparti de la même manière sur toutes les courses. C'est en tout début de saison, c'est au moment des courses à très fort enjeu comme les monuments ou les grands tours, les débuts de grands tours. C'est à la reprise après le mois de juillet. À la reprise au début août, c'est-à-dire au moment où les mecs n'ont pas couru depuis un mois et demi et du coup ils commencent à se dire ah, en fait j'ai toujours pas gagné cette année ou alors j'ai toujours pas de contrat et ils vont prendre un peu plus de risques. Donc tout ça pour dire que c'est bien c'est pas forcément les courses ou les parcours en eux-mêmes, c'est les coureurs. Et il y a peut-être une chose que je pourrais rajouter là-dedans, c'est bah, peut-être l'usage de caféine ou de certaines choses que peuvent prendre certains en quantité peut-être exagérée, qui fait qu'il y a des coureurs qui sont certainement pas dans leur état normal pendant les courses, quoi. N'hésitez pas, hein, si vous voulez rebondir. Enfin, vraiment, la parole, elle est pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec Guillaume, un bonjour à Kevin et aux garçons d'Arca. N'hésitez pas à vous couper la parole, à prendre le contre-pied. Je me retourne vers toi, Maël. Je sais que la caféine, c'est un débat que tu avais soulevé. Pour toi, c'est un vrai problème dans le peloton. On rappelle que jusqu'en 2004, si je ne dis pas de bêtises, il y avait un taux qui était limité. Aujourd'hui, vous faites en fait ce que vous voulez avec les gels ou avec le café, tout simplement. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que je suis content que Guillaume en parle, parce que je croyais que j'étais un peu seul à penser ça, mais c'est vrai que moi je suis absolument contre la caféine, j'en prends jamais en course. Je trouve que on a déjà énormément d'hormones qui sont libérées sur les fins de course avec l'adrénaline, et enfin, moi je trouve que j'ai pas besoin de ça pour rester concentré et actif dans le final. Et clairement, moi je vois des comportements des fois de coureurs, c'est que vraiment je trouve qu'ils deviennent très agressifs et méchants, et ça se voit, et tu les regardes dans les yeux et tu sens qu'ils sont limite plus très lucides. Et ouais, je pense qu'il y a une grande part des chutes qui est due à ça quand même, parce que entre deux mecs qui sont côte à côte et qui veulent pas freiner, pas laisser la place, il y en a un qui est sous caféine, l'autre non, c'est toujours celui sous caféine qui va gagner. Et puis, il va pas penser aux collègues derrière, aux conséquences de son coup de frein, aux conséquences de sa queue de poisson. Et ouais, moi, je pense que c'est un point qui est peut-être un peu négligé, et on a vachement banalisé ça. Tout le monde en a pris. C'est depuis ouais, 5 6 ans, je pense. Même ça a commencé chez les juniors. Enfin, je trouve ça un peu dommage d'avoir besoin de ça pour être bien dans le final. Je trouve que enfin, c'est notre métier, c'est notre sport. On peut être capable d'être concentré 200 bornes, quoi. Il y a pas besoin de se rajouter ça. Et s'il y a besoin, je pense qu'on pourrait limiter largement à des doses qui sont bien en dessous de ce qui se fait aujourd'hui. Parce que ouais, on voit des doses qui sont énormes, et on va même peut-être avoir des soucis un jour d'arrêt cardiaque ou de choses comme ça. Et puis on dira, bah merde, c'est trop tard quoi, pour agir. Ok.
Il y en a qui sont d'accord avec le discours de Mel ou qui, au contraire, sont pas d'accord? Bah, après, moi, bonjour tout le monde, ouais, c'est Anthony. Non, non, oui, la caféine, après, peut-être la contrôler. Je sais que dans les sports mécaniques, c'est déjà le cas. Après, je pense que c'est pas la cause numéro un des chutes, hein. Faut pas se leurrer. Je pense pas que les 50 premiers kilomètres de course, tous les coureurs sont déjà sous caféine. C'est sûrement le final, enfin, c'est certainement même sûr le final. Donc, il y a déjà des comportements dangereux de certains coureurs dès le 10e kilomètre. Donc après, oui, pourquoi pas mettre un système de contrôler la caféine, j'en sais rien, au-dessous de 300 mg, on est positif peut-être. Après, ça, on va dire, c'est aux instances d'agir sur le sujet, s'ils estiment que c'est trop dangereux. Après, oui, certainement que certains coureurs sont plus nerveux en fin de course à cause de cela, mais ouais, c'est pas la cause numéro un. Pour moi, je pense qu'il y a eu une après-Covid et depuis 2, 3 ans, ouais, le comportement, pour moi, c'est la chose numéro un. C'est le comportement de certains coureurs qui, je dis pas tous les coureurs, hein, il y en a plein qui sont encore respectueux au sein du peloton, mais c'est avant tout ça, ouais. Après, voilà, le matériel, etc., on peut pas non plus, voilà, il y a de l'évolution, c'est comme ouais, dans la société, on évolue, il y a plein de choses qui sortent, des nouvelles choses, nouvelles technologies, on peut pas non plus aller à l'encontre de ça, ça me semble compliqué, voilà. Après, je pense que si l'UCI agit, c'est voilà, la clé, c'est eux, c'est l'UCI qui doit agir maintenant et comment de mettre des choses en place avec, pour moi, même pas des amendes. Les amendes, ça sert à rien. C'est pas très important pour les coureurs. C'est souvent les équipes qui payent. Donc, je pense que c'est vraiment des sanctions hein, de 3 mois, 6 mois. Le coureur en fin de contrat qui est suspendu 3 mois après un carton rouge. Je pense que voilà, il y a un contrat à signer, il va peut-être faire attention à sa reprise. Voilà. Pour moi, c'est le truc, ouais, c'est le truc principal numéro un. Après, tout ce qui est aménagement urbain, tout ça, c'est pareil, hein, ça évolue. On a de plus en plus d'aménagements urbains et on n'a pas le choix, malheureusement, de composer avec. Ça, c'est obligatoire aussi. Donc, ça faire marche arrière, c'est compliqué aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des courses, les garçons, je m'adresse là à l'ensemble d'entre vous, un petit coucou à Mika Cherel qui vient de nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des courses où vous allez un petit peu c'est exagéré peut-être, la peur au ventre, où il y a des courses que vous savez qui sont plus dangereuses que les autres? Bah, typiquement, hier, l'Amstel Gold Race, Ouais. voilà, je pense que, enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Les premiers kilomètres, il y a des poteaux, il y a plein de choses sur la route de partout. C'était hyper dangereux et je crois qu'il y a eu encore une chute au départ parce que, bah, voilà, tu vires après un rond-point, il y a des petits trottoirs en plein milieu, et il n'y a pas assez de monde pour bah, couvrir tous les petits problèmes sur la route. Donc, ouais, ça, par exemple, hier à l'Amstel, bah, toute la journée, il y a une nervosité dès le départ parce que c'est ultra dangereux et il y a des changements de direction H24. Donc, ouais, typiquement, une course comme l'Amstel, bah, au départ, etc., je pense qu'il y a moyen de faire un peu plus cool. Et parce qu'on sait déjà, toute la fin de course, c'est de la petite route, les bas-côtés sont défoncés. Donc, mais ouais, le début était vraiment très, très stressant aussi hier. Et si j'ai quelque chose à rajouter sur le comportement des coureurs, entre guillemets, je pense qu'aussi maintenant, il y a une tendance bah, qui s'augmente chaque année. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des coureurs qui savent pas du tout contrôler leur vélo. En fait, ils ont Ouais. aucune habilité. Moi, j'ai eu souvent le cas où j'arrive à m'arrêter avant une chute et il y en a 3 ou 4 qui me rentrent dedans par derrière parce que bah, soit ils sont pas attentifs et pareil, ils savent pas trop contrôler leur vélo, ils savent pas comment freiner. Il y en a, ils sont incapables de monter des trottoirs, etc. Donc ça, je pense que bah, on recrute des garçons qui font pas forcément de vélo avant et c'est un problème aussi. Moi, je le vois dans l'équipe avec des coureurs qui, sur le vélo, ils ont du mal à manœuvrer leur vélo. Ouais. Est-ce que ça vient aussi, j'ai beaucoup entendu dire que aujourd'hui les coureurs participaient à beaucoup moins de courses, étaient plus souvent en stage, étaient souvent à l'entraînement individuel et avaient plus l'habitude de rouler en peloton. Et quand ils se retrouvaient en peloton, que ça posait un réel souci. Est-ce que, par exemple, Pavel, tu le ressens comme ça ou tu as une autre approche? Non, pas forcément. Après, c'est sûr, si comme Axel dit, on est un coureur
qui a pas beaucoup couru avant, c'est sûr que voilà, on va en stage, on n'accumule pas cette expérience, mais après, je pense que tous les coureurs qui sont ici, on va pas, oui, peut-être la première étape ou le premier jour, on va peut-être perdre un petit peu ce feeling du peloton, mais ça revient vite, quoi. Je pense que au final, ouais, c'est plus la pression qu'on a en tant que coureur, vraiment, voilà, tous devoir être devant. Maintenant, avec ce système de points aussi, je pense que des fois, ça peut aussi, au final, rendre, rendre certains coureurs, ouais, certains coureurs vont prendre plus de risques peut-être pour être dans une meilleure position, pour avoir, voilà, une meilleure place au final. Euh, je pense que voilà, au final, tout le monde doit se battre pour chaque place et ça aussi peut-être ça crée aussi cette tension parce que les équipes veulent des points. Et je sais pas si voilà, je sais pas, je vois ça aussi un peu comme ça. Au final, ouais, c'est nous les coureurs qui créons vraiment ce danger et ouais, c'est sûr des fois il y a du manque de respect. Voilà, on se respecte pas trop dans le peloton. Et comment on fait pour améliorer ça, Pavel? C'est pas évident ce que tu dis. Il n'y a plus de respect dans le peloton entre les coureurs, mais comment c'est possible d'essayer d'améliorer ça? Je pose la question à l'ensemble. Est-ce que c'est un problème de comportement? C'est quoi? Il faut un patron dans l'équipe, il faut un patron dans le peloton. On entend souvent ça aussi. Il n'y a plus de patron dans le peloton aujourd'hui. Je sais pas, mais moi, je rebondis juste vite fait sur ce que Pavel il a dit. On est passé quand même d'un cyclisme où, on va dire, la victoire ou les trois premières places comptaient à un cyclisme où les 10, 20 premières places comptent maintenant. Chaque point compte et aussi, c'est un peu pour rebondir sur ce que Pavel a dit, c'est que il y a beaucoup de stress pour beaucoup de coureurs. Il y avait eu un moment où le mec, il prenait des risques parce qu'il était assez loin dans le peloton et il essayait vraiment de revenir dans les 10 premiers. Et maintenant, tu es dans un cyclisme où en haut d'une descente, le mec, il est 14e, il a envie d'être 12e au virage d'après, tu vois. Donc, du coup, ça fait que tu as des mecs qui prennent plus de risques pour très peu de choses au final. Ouais. Kevin, toi qui Ouais, en as pour pris. rebondir là-dessus, Vas-y, ouais, vas-y. pour Romain. rebondir, c'est vrai qu'il y a quelques années, on faisait sa place au début des descentes, le premier kilomètre, puis après, on se faisait pas l'intérieur comme des salles, et aujourd'hui, bah, c'est plus le cas. Une fois, avec Anto de la Place au Dauphiné, on était à 100 bornes de l'arrivée, on faisait pas trop les intérieurs, en bas, on était dernier. Avant, jamais ça arrivait, quoi. Tout le monde gardait sa place, t'étais pas placé en haut, bah, c'est pas grave. En bas, tu prenais un petit élastique, puis ça rentrait, il y avait pas de problème. Et maintenant, premier virage, c'est un carnage. Deuxième virage, c'est un carnage. Tous les virages, c'est comme ça. Et ça, c'est comportement du coureur. Et pour rebondir sur ce que disait Pavel, c'est vrai qu'au niveau de la pression, on l'a aussi beaucoup dans les oreillettes pour courir tous en équipe. Et je pense qu'il y a des coureurs qui sont prêts à tout pour pas perdre la roue de leur équipier. Et des fois, ils touchent un coup de coude à droite, à gauche, ils touchent une roue, ils sont par terre. Et ça, cette pression de toujours courir ensemble, parfois, je pense qu'elle peut être pervers et dangereuse. Geoffrey, qui a beaucoup d'expérience, qui a pris une grosse chute au Grand Prix de Denain cette saison. Geoffrey, toi, tu as vu aussi évoluer ce sport. Je voulais te poser la question, parler des oreillettes, ça me permet de rebondir dessus. Il y a énormément de débats sur les oreillettes. Est-ce qu'il faut les limiter? Est-ce que ça sert au peloton ou est-ce que ça dessert? C'est quoi ton avis là-dessus, toi? Ouais, je suis quand même complètement d'accord avec tout ce qui est dit. Et, c'est vrai qu'au-delà des coureurs, en fait, on a la pression des équipes, on a la pression de courir ensemble, etc. Elle vient aussi des oreillettes. Les supprimer, ça peut être une bonne chose, effectivement, quoi. Revenir peut-être un petit peu aux sources, étudier un peu mieux le parcours, essayer de faire un peu les choses différemment. Après, ça changera pas tout non plus, mais ouais, de toute manière, la pression qu'on a de la part des directeurs sportifs d'être placé au kilomètre 0, au kilomètre 10, au kilomètre 20, parce qu'il y a un virage à droite, il y a des îlots, etc. Enfin, je veux dire, c'est vrai que maintenant, dès le début de course, de par les infrastructures routières, de par plein de choses, on doit être hyper attentif. Et bah, il y a un moment donné où bah, tu peux pas, quand tu as 5 heures de course à faire, qu'il faut faire ça dès le kilomètre 0. Enfin, ouais, à un moment donné, tu t'es plus lucide à un moment donné, quoi. Et, euh, et ouais, effectivement, il y a quand même, enfin, il y a beaucoup de problèmes, quoi. Il y a des problèmes de points, effectivement. Peut-être qu'il y aura un remaniement à faire aussi à ce niveau-là pour que les équipes soient un peu moins lésées et puis que tout le monde y trouve son compte. Parce que c'est vrai que maintenant, voilà, comme ce qui a été dit, il n'y a plus trop de respect entre nous. On fait un petit peu, malheureusement, on fait un petit peu n'importe quoi pour aller chercher 2, 3, 4 points qui nous manquent à droite, à gauche.
je pense qu'on se respecte. On est les premiers hein, sur le vélo, on est acteurs, on doit tous être responsables, mais je pense que des fois, on se respecte même plus et on se rend peut-être même pas compte même au sein de la course, quoi. Ok. Kevin, toi qui as pris une belle chute cette saison, en début de saison, je crois que c'était sur la Classic VAR, tu vois ça comment? On a beaucoup parlé des différentes causes. Alors, il y a les oreillettes, il y a la caféine, il y a les freins à disque, il y a plein de choses, pression des poids UCI, les pneumatiques qui ont été mises en avant, le matériel. C'est quoi ta vision du truc, toi? Bon, je pense qu'il y a une vision de. C'est un tout, mais je pense que principalement, c'est le comportement aussi. Je pense que il y a aussi un truc, c'est qu'on est tous, tout le monde a un meilleur niveau. En fait, c'est le niveau devient beaucoup plus homogène. Ça peut être beaucoup moins tôt, donc il y a beaucoup plus de monde. Avant, peut-être que tu arrivais en descente, tu avais deux, trois lignes, enfin, de front. Maintenant, on se retrouve des fois à quatre, cinq coureurs comme la chute au Pays Basque. C'était beaucoup de coureurs côte à côte à vouloir frotter. Donc, des fois aussi, ouais, il y a un peu ça, quoi, le fait d'avoir un niveau beaucoup plus homogène et du coup, ça frotte et on va absolument être à l'avant et tout ça. Et puis bah, la pression des oreillettes, ça y joue. Peut-être peut-être que ouais. Après, je pense que les oreillettes, ce qui est bien, c'est qu'on peut nous prévenir de certains dangers qui sont importants. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une oreillette d'un radiotour, par exemple, avec juste les informations importantes de la course qu'on doit savoir? Comme là, à l'Amstel, il y a eu un changement de parcours dû à un accident. C'est toujours des informations importantes. Les ravitaux, les kilométrages. Je pense qu'il faut quand même garder certaines choses. Mais c'est vrai qu'on a tous une pression assez des fois peut-être trop exagérée pour, comme on disait, sur des 20e places. Voilà, hier à l'Amstel, Anthony peut confirmer, sur des groupes qui arrivaient pour la 50e place, ils faisaient le sprint comme pour la 5e place. Donc c'est vrai que des fois, ouais, c'est assez fou. Ah, ouais, je sais même pas trop quoi dire quoi là-dessus. Puis après, je pense qu'il faut pas non plus tout mettre là-dessus. Dans les profs scientifiques, c'est juste que tu as moins de fatigue. C'est pas que tu deviens fou non plus. Tu deviens pas un chien fou. Des doses exagérées, ça n'a même plus normalement aucun effet que si tu prenais 200 milligrammes. Je pense que c'est aussi à étudier scientifiquement. Mais je pense que c'est un comportement général des coureurs dans le peloton. C'est vrai qu'avant, les chutes, on les voyait principalement dans les sprints. On a Hugo Hofstetter, on a Marc Sarrault qui font partie de cette caste de sprinteurs. Les garçons, vous voyez comment, vous, cette approche? Ça tombe plus tôt maintenant? Vous êtes d'accord un petit peu avec tout ce qu'il dit? Est-ce que la principale cause, c'est pas donc les coureurs, on a entendu, mais la vitesse aussi, parce que vous allez beaucoup plus vite sur un sprint il y a encore 4 5 ans, dû à l'évolution matérielle. Ouais, c'est Euh, sûr. Vas-y, Hugo. ouais, bah, salut tout le monde. Ouais, non, mais après, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées et je pense enfin, tout est vrai et je pense que, comme beaucoup de mecs le disaient, je pense que le comportement des coureurs, c'est quelque chose que ouais, qu'il faut que ça soit sanctionné si vraiment ouais, quand on a vu encore, comme l'année dernière, au Tour des Flandres, le mec qui traverse le peloton, voilà, si, il remonte et que c'est pas possible, tu restes derrière et c'est bien qu'il ait été suspendu, mais c'est des actions qui doivent être faites plus souvent, je pense. Et après, je pense que malheureusement, les comportements, ils ont évolué, mais aussi à cause de ça, parce que le matériel, on va de plus en plus vite. Et au final, pour moi, qui ai connu l'avant-disque et l'après-disque, je pense qu'il y a eu vraiment un tournant avec ça, où maintenant tu sais que en fait, c'est des fois tu te regardes et c'est qui est-ce qui va freiner le dernier. Et genre des fois, tu peux même pas laisser genre 2 3 mètres et déjà t'as un mec qui vient parce qu'il sait qu'il peut freiner avec les disques. Et après, comme disait Julien et comme disait Rudy, je pense que c'est sûr que maintenant, le problème, c'est que c'est des marques et c'est des industries, c'est des sponsors et tout, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose sur le matériel qu'il faut vraiment qu'on essaye peut-être de trouver, de réduire cette vitesse, parce que même la vitesse aussi, je pense que le scénario des courses, il est aussi un peu influencé par rapport à ça. Et parce que plus on va vite, bah, plus c'est difficile de reprendre des mecs aussi. Et maintenant, on voit de plus en plus des mecs qui font des raids genre de 50, 60 bornes tout seul. Et je pense que c'est aussi grâce au matériel qui a évolué, qui est hyper performant, que c'est aussi possible. Et ouais, malheureusement, la vitesse, bah, au final, nous, on va plus vite et tous les aménagements routiers sont faits pour qu'on roule moins vite et que les freins à disque, qu'on freine pas. Et on arrive dans des virages à 6 de front, des fois, sur les classiques. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait, enfin, qui a fait changer le comportement des mecs avec les freins à disque ouais, d'être en sécurité,
de pas devoir, enfin, pas avoir besoin de freiner, quoi. Ça, Ouais. c'est un réel problème, en fait. Donc, si du moment que tu sais pas, enfin, si tu sais que tu peux freiner à 20 mètres du virage, alors qu'avant tu devais freiner à 40 ou 50 mètres, ou même surtout sous la pluie, il y a une grande différence. Et avant, tu n'avais jamais trop de freins sous la pluie et tu étais obligé de prendre des distances énormes pour freiner. Maintenant, c'est plus le cas. C'est vrai. Donc, donc ouais, je pense que le comportement, il est venu progressivement à cause de ça. Et après, oui, il faut sanctionner, ça c'est sûr et certain. Et je pense que, ouais, comme disait les cartons jaunes ou les choses comme ça, ou les suspensions, ça peut être une très bonne chose. Mais je Justement, pense est-ce que que le vous y matériel, allez, les faut garçons? voir. Parce qu'il y a l'UCI qui annonce ça, peut-être au 1er août, mise en place carton jaune, carton rouge. Est-ce que selon vous, là c'est vraiment un sondage, est-ce que c'est quelque chose qui va faire du bien au vélo? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être facile à mettre en place? Ah, ça fera du bien seulement sur les grandes courses World Tour, là où il y a la télé. Il y a des Ouais, courses classe 1 où il n'y a pas forcément la télé et tu pourras pas mettre un carton jaune ou un carton rouge. Sur la ouais. course comme le 12, ça tombe au kilomètre 4 parce qu'il y a eu, ça tombe au milieu du peloton au kilomètre 4. C'est bien qu'il y a quelqu'un qui a eu un comportement pas forcément adéquat. Mhm. Là, tu peux pas mettre de carton jaune ou carton rouge, il n'y a pas de télé. Il D'accord. faudra instaurer des sortes de caméras tous sur le vélo, en fait. C'est qu'on va devoir être fliqué de partout. C'est ça, en fait. Si on veut faire Ouais, je pense les que cartons jaunes, cartons rouges, sinon on ne pourra pas voir. Il y a des choses, des comportements qu'on a vus aux Pays-Bas de certains coureurs qui n'ont pas été sanctionnés parce qu'il n'y avait juste pas les caméras, c'était en début de course, comme tu dis. Et du coup, le problème, bah, c'est que ouais, si on n'a pas tout le temps la télé, on ne peut pas sanctionner. Par contre, ouais, je comme pense. au Tour des Flandres, la suspension qu'il y a eu, il est Ouais. passé au travers du peloton devant la caméra, là, on ne va pas dire on ne va rien faire. Ouais. Alors que, voilà, ça c'est obligé. Après, Après, les ouais, gars, j'avais. regarde Marc. Marc, regarde ton pote là qui a fait tomber tout le peloton à je sais plus quelle course, la Tourangelle où j'étais avec toi là, je sais plus quelle course. C'est ça? Son frérot là, il fait tomber tout le peloton. Donc bah, nous évidemment on l'insulte et tout, tu vois, mais bon, il s'en bat les couilles. Et je vais voir son DS la course d'après, je lui dis ton mec là, il a dégommé tout le monde, tu vois, enfin, il a un comportement de merde. Et il me dit bah t'as qu'à lui péter la gueule. Et je lui dis ah ouais, et du coup c'est qui va être suspendu? Je lui dis c'est nul ce que tu me dis, ça sert à quoi de dire ça? Est-ce Vas-y, que, dis-le, Marc, qu'est-ce qu'il a fait, ton mec, là? Vas-y, vas-y. Ah, est-ce du que coup, pour vous... réagir, pour Vas-y. réagir là-dessus, c'est vrai que bah, ça rejoint un peu tout ce qui a été dit. Je suis d'accord avec un peu près tout. Et après, du coup, en numéro un, le comportement des coureurs. Et là, pour ce coureur-là de mon équipe, c'était un Conti. Et ça rejoint la composition du peloton. Aujourd'hui, il y a des mecs qui sont pas habiles sur le vélo. Ils viennent de Zwift. C'est sûr, ils ont des watts de fou. Mais à un moment, ben, maintenant, ça va de plus en plus vite. Donc, même en partant de derrière, ça va pas fonctionner, mais avec des watts. Donc, faut être placé, faut frotter. Sauf que les gars, bah, ils frottent mal, ils savent pas faire. Bon, lui, c'est pas son cas. Visiblement, il s'est bien frotté, même si là, il s'est fait envoyer paître. Mais le gars, il vient de Conti, il est jeune, il a le couteau entre les dents. Avant, je sais pas, dans le peloton, il y avait peut-être 5% des coureurs qui étaient, Ouais. entre guillemets, renouvelés avec des jeunes. Maintenant, sur une route Tourangelle, il y a peut-être 30 ou 40%, c'est des Conti ou des gars qui sont des équipes Conti ou des gars qui sont en dévo pour passer pro. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se faire voir. Enfin, je sais pas, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Quand je suis arrivé dans le peloton, je frottais plus dangereusement qu'aujourd'hui. Et eux, ils n'ont pas ce truc de faire attention. Et avant, il y avait peut-être plus d'anciens. Du coup, on se faisait plus souvent engueuler et on comprenait que c'était pas forcément adapté. Sauf que maintenant, comme tout le monde le fait et qu'ils sont quasiment à 50% entre eux, bah, les gars, ils font pas gaffe. Et voilà, c'était des chutes débiles, quoi. C'était un endroit où il avait pas à faire ce qu'il a fait. Et on a beau lui dire, lui, il comprend pas parce que dans les courses en classe 2 où il va ou dans les courses espoir, c'est tellement l'anarchie que Ouais. pour lui, il a toujours pas compris aujourd'hui, hein. On lui a expliqué plusieurs fois, il voit pas où est le problème. Ok, Marc. Après, pour juste faire un petit tour, un dernier petit tour de table avant que vous proposiez justement, si vous avez des solutions, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Qu'est-ce que vous mettriez en place dans le peloton? On a les deux anciens dont tu parlais, Marc Sarro, il y a Jérôme Cousin et Mika Chérel qui sont avec nous. Messieurs, vous voyez comment, vous, cette situation, enfin, cette vue d'ensemble avec tous ces débats, ces polémiques sur les chutes de votre point de vue de jeunes retraités? Est-ce que vous avez mal à votre cyclisme, comme on le lit souvent chez les anciens? Ouais, c'est clair que bah, le cyclisme d'aujourd'hui, il fait peur, hein. Moi, j'ai un jeune garçon et c'est vrai que ça me fait peur pour son avenir aussi sur le vélo. Après,
par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vrai que les infrastructures aujourd'hui, bon, notre sport professionnel se pratique sur des routes et les routes s'aménagent d'infrastructures pour les automobilistes et pas pour les cyclistes. Donc voilà, l'Amstel, comme tu disais, Axel, elle a toujours été dangereuse. Voilà, il y a quelques courses comme ça. Après, sur des grandes organisations, ASO peut se permettre de démonter des îlots, parfois des petits ronds-points, etc. C'est beaucoup plus facilitant. Maintenant, ouais, dans le meilleur des mondes, c'est clair que là, on est entre Français, enfin, vous coureurs, les gars, on peut se dire des choses, on manque de respect, tout ça. Maintenant, ça, c'est pas une solution. Euh, les enjeux sont grandissants. Tout le monde a le couteau entre les dents. On le voit, l'économie du vélo a fait x2 en 6-7 ans. Donc voilà, les sommes en jeu sont grandissantes et voilà, et plus personne n'a peur. Donc ça donne lieu à des comportements vraiment d'irrespect et qui ne sont pas tolérables. Alors à ça, la proposition de sanction, oui, elle est valable que si à la télé. Euh, Dans certains cas, je ne sais pas s'il est dénonçable si certains gestes sont dénonçables, quelle est la valeur de la délation dans quelques cas. Euh, Après, il y a tout un tas de mesures utopiques aussi. On ne roule pas sur les mêmes équipementiers, donc uniformiser la structure des pneus pour les rendre un peu moins rapides, ce serait une chose. Je pense que d'autres sports pourraient le mettre en place. Maintenant, le vélo, oui, l'économie grandit, mais c'est pas non plus, c'est pas la Formule 1, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à s'inspirer d'un sport comme la Formule 1 ou même du rugby aujourd'hui, où ils ont su mettre en place beaucoup de règles pour protéger les athlètes. Et Excuse-moi, Mika, je te coupe là-dessus. Le protocole commotion, quand on le voit, enfin, d'un point de vue commentateur à la télé, les gars, ils tombent, le médecin, il arrive, protocole commotion. Moi, je le vois à la télé, il n'existe quasiment pas, hein. C'est même pas une question, on laisse repartir le coureur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ah, non, 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 ouais, c'est clair, parce que le protocole commotion, je crois, normalement, il doit durer 10 minutes. Et il dure pas 10 Quand minutes, tu hein. vois, Roglic, par exemple, la deuxième étape du Pays Basque, il tombe, il fait 10 mètres sur la tête, il repart 2 minutes après, 30 bornes après, il est dans le peloton, il va faire enfin, il limite s'il va pas faire le sprint massif à l'arrivée. Tu vas me dire que le protocole commotion, il est respecté à la règle sur le jour-là, tu vois. Donc, je trouve que ouais, ça, c'est un truc, c'est vraiment utopique. Le protocole commotion, il est soi-disant là, mais j'aimerais bien savoir vraiment le nombre de fois où il est vraiment appliqué, quoi. Ouais, bon, complètement. mais tu vois, il est appliqué, ah, pardon. Ouais. Et il est non, appliqué quand le coureur il gît au sol et que il a d'autres solutions que d'avoir le médecin Mm. qui arrive avant ses directeurs sportifs. Mais il est clair que quand tu as un leader qui est au sol, qui s'est tapé la tête, si c'est le DS qui lui pose les trois questions, il va l'encourager à repartir aussi. Donc voilà, c'est les enjeux du cyclisme actuellement. Mais après, je pense que là, il y a tout un tas de bonnes choses qui ont été dites, mais voilà, c'est vraiment aux instances de statuer et trouver des mesures. Euh, Justement, les mesures, parce que le temps passe, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pris après. J'aimerais juste faire un tour de table avec chacun. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis en place pour vous? Quel est ce qu'il faudrait faire en priorité? Mika, si on commence par toi, qu'est-ce que tu voudrais pour la sécurité qui soit fait en priorité par les instances, par l'UCI, par les syndicats de coureurs, etc. Ça serait quoi la mesure numéro un pour toi? les cartons, l'exclusion de courses. Voilà, et il y a aussi un geste qu'il faut absolument bannir, c'est les coureurs qui se retournent pour voir si leur leader est dans la roue ou leur sprinter pour les poissons pilotes. Ça, c'est clairement une source de chute à tous les coups et voilà, on en voit trop régulièrement des cas comme ça. Ok. Kevin, le team Arkea, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité pour votre sécurité aujourd'hui? Quelle est la mesure qu'il faut mettre en place? Pour tous les trois? Vas-y. Ouais. Bon, moi, j'aurais dit les oreillettes, mais c'est pas On les pareil. réduit, on les limite, on fait quoi? Bon, moi, je les enlèverais totalement. Ou un faux course, quoi, une chaîne unique. Ouais, je pense que
Avec les dangers, voilà, c'est en gros Radio Course qui annonce comme la radio qui ont les directeurs sportifs. Ouais. Après, oui, bah, comme Mika, hein, de toute façon, le premier truc, c'est de sanctionner les coureurs non respectueux. Hein. Je pense que c'est la première chose à faire. Et après, ouais, il y a d'autres choses à mettre en place, mais c'est plus complexe, on va dire. Kevin? Ouais, je suis un peu pareil, un peu d'accord avec eux. Je pense que le système de pouvoir se faire suspendre ou avoir même des points UCI, malheureusement, parce que faire les amendes, on va dire que ça, c'est l'équipe qui raque et c'est tout, quoi. Ok. Guillaume, toi, ta mesure numéro un? Bah, il y en a plusieurs. Condamner les comportements, je suis d'accord. Bon, moi, je tiens quand même à peut-être instaurer une limite sur la caféine. Et après, on a parlé sur le matériel. Plusieurs coureurs ont dit qu'il fallait peut-être pas aller contre l'air du temps et que on pouvait pas lutter contre l'avancée de la technologie. Je suis pas forcément d'accord parce que, bah, par exemple, on a mis un poids limite pour les vélos. Ouais. Depuis plusieurs années, ça n'a pas posé problème. Et je suis pas un grand spécialiste de Formule 1, mais je crois que c'est un sport qui met beaucoup de limitations sur le développement matériel, en partie pour des raisons de sécurité. Ça rejoint aussi parfois des questions d'équité entre les différentes équipes, ce qui est aussi un problème dans le cyclisme. On a des matériels parfois très différents et par exemple sur des chronos, ça peut vraiment influer sur le résultat. Donc l'idée par exemple je crois que là aussi comme en Formule 1, mettre les mêmes pneus ou les mêmes boyaux pour toutes les équipes sur des contrats de 1 an ou de 2 ans, enfin que ce soit un fournisseur chaque année, Ok. ça pourrait être une idée. Et du coup, avoir des pneus qui soient peut-être pas les plus rapides qui soient, mais si tout le monde a les mêmes, c'est pas un problème. Euh, et surtout si c'est des pneus qui tiennent la route, quoi. Donc voilà, et sur la question du matériel, il y a sans doute d'autres choses aussi où on pourrait limiter. Ouais. Ok. Pavel, ton avis là-dessus, la mesure primordiale à mettre en place pour votre sécu? Je pense il faudrait qu'on ait des règles, qu'on fasse peut-être un tour des équipes, un tour des coureurs, à un certain moment où on instaure, on va dire, des règles et avoir ce système de carton où voilà, les coureurs, on va dire, ont quelque chose à respecter, que ce soit pas l'anarchie. Et puis si on parle de vitesse et tout ça, ouais, les pneus, ça serait une bonne idée, ouais, s'inspirer un peu de la Formule 1. Après, aussi, des fois, je pense, euh, sur les courses, il y a toujours ce problème de moto. On peut le voir. Ça reste quand même, je pense que ça accélère, on va dire, même dans les descentes, on se rapproche fortement des motos. Donc ça aussi, ça accélère notre vitesse, ça accélère les choses. Et puis peut-être aussi avoir, des fois, je pense que ouais, peut-être quelqu'un qui revoit les parcours sur certaines courses. Après, sur les grandes courses comme les courses ASO, il y a jamais vraiment de problème avec les parcours, mais sur des plus petites courses, des fois, on peut avoir des graviers en plein milieu d'un virage. On arrive à 60, on voit au dernier moment, c'est dangereux. Si on est devant, ça passe, mais derrière, des fois, c'est compliqué. Mais ouais, vraiment, peut-être avoir plus de règles. Sur voilà sur l'encadrement des courses parce qu'au final voilà il y a beaucoup de règles pour nous mettre des amendes pour Mm. de la part de l'UCI, mais au final pour nous les coureurs est-ce qu'il y en a des règles qui sont avantageuses pour nous? Bon, pas forcément. Ok. Anthony, ton avis là-dessus? La mesure à mettre en place? Ouais, c'est dur à dire parce qu'il y a tellement Il y en a beaucoup. de possibilités, mais je dirais que moi, j'arrêterais avec ce système de montée-descente du retour qui fait que les tocards, ils vont sprinter pour la 50e place, alors qu'avant, bah, tu te foutais de la gueule du mec qui sprintait pour la 50e, tu vois. Tu lui disais, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Et là, bah, là, tu provoques des trucs de merde, en fait. Tu, tu, tu crées en fait, tu crées des comportements inconscients dans tous les coureurs qui vont faire que bon, bah, ton DS, tu sais, il va te dire, ah putain, t'as pas sprinté pour la 47e, il y avait 3 points. Ah Ouais. ben, tu vois, Ok. même toi, tu peux pas en être fier de ça, tu vois. C'est nul. Donc, pour moi, je le fais pas, perso, les gars. Voilà, c'était mon idée. Ok. Jonathan quoi non? Peut-être mettre plus de sanctions. Et après, c'est vrai, hier, une course comme le Tour du Doubs, ça tombe kilomètre 4.
Je sais pas exactement les circonstances, mais apparemment, c'est un coureur qui a poussé un coureur sur notre équipe qui a fait tomber trois coureurs derrière l'autre pour renvoyer son coureur dans l'échappée. Il faudrait peut-être mettre plus de médecins aussi pour la sécurité des coureurs. Ouais. Parce que là, c'est vrai que la course a été neutralisée au bout de 35 km, alors que c'est tombé au kilomètre 4. Et pendant ce temps-là, il n'y avait pas d'ambulance visiblement et ni de médecin. Donc c'est vrai que ça a mis un peu de temps. Et si derrière il y a eu un autre crash, ça aurait été dommage. Et ouais, donc augmenter le nombre de médecins, ça peut être la solution pour éviter la neutralisation aussi. Ok. Axel, ton avis là-dessus, toi? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Bah, moi, je pense que le plus gros problème, ça vient des oreillettes. Parce que pour moi, voilà, dans les 20 derniers kilomètres d'une course, entre guillemets, ça peut être normal qu'il y ait une chute. Mais le problème, c'est que bah, à 150 km à l'arrivée, tous les directeurs sportifs nous disent bah, il y a une petite route, il faut être placé. Alors que si tu n'as pas forcément d'oreillettes, bah, si tu n'as pas regardé le parcours vélo en détail par kilomètre, bah, il se passe absolument rien. Parce que tout le monde reste à sa place dans le peloton et il y a aucun problème. Et je pense que c'est vraiment à cause des oreillettes que y a vraiment toutes ces chutes en début de course. Parce que bah, on nous dit tout le temps qu'il faut être placé parce qu'il y a une petite route qui arrive. Et juste pour rebondir aussi sur le truc protocole commotion, mais c'est toujours pareil, en fait, c'est ouais, tu tombes, mais maintenant il y a aussi la règle de bah, je vais pas pouvoir revenir en voiture parce que je peux pas rester plus de 2 minutes, on va dire, derrière la voiture. Donc bah faut que je remonte vite. Si je reste 10 minutes là, je suis mort, quoi. Ma course est terminée. Donc il y a toujours ce truc de pression. Et après, sur les équipements, en fait, je trouve que c'est assez dur parce que le vélo, enfin, nous, les coureurs, les professionnels, on est la vitrine des marques. Donc, voilà, si on met un seul pneu, bah, comment les marques vont faire aussi pour montrer à tous ceux qui veulent acheter bah, leur nouvelle technologie, etc. Donc, ça, c'est sûr que je pense que ça va être très, très compliqué à mettre en place. Mais comme les gars disent, ouais, je pense que des sanctions. L'idée de la caméra aussi, ça peut être une bonne chose. Au moins, voilà, là, on l'a vu et on peut rien dire. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est très, très difficile de les mettre en place. Ok. Les oreillettes en priorité. Maël, toi, ton point de vue là-dessus? Ben ouais, je pense que c'est vraiment un panel de mesures à prendre. Si on supprime les oreillettes, ça va peut-être diminuer de 1% le nombre de chutes, ce sera pas énorme. Par contre, si on prend plein de mesures, c'est là que ça peut changer la donne. Donc ouais, bien sûr, les oreillettes, moi je suis d'avis de les enlever totalement même, parce que au-delà de l'aspect de la consigne qu'on a qui nous met la pression, on a aussi le fait d'avoir quelque chose dans l'oreille, d'avoir du bruit, d'être moins attentif au bruit extérieur, aux coups de frein, aux cris, aux paroles. Et puis, bah, il y a aussi une autre histoire, c'est le boîtier dans le dos. Enfin, tous les coureurs ne le placent pas au même endroit, mais moi, je sais que j'ai pris une grosse gamelle où j'ai fini sur le dos et je me suis vraiment fait très très mal avec le boîtier. J'ai une vraie plaie qui est pas partie dans le dos parce que bah, voilà, on a un truc qui devrait pas être à cet endroit-là. Donc les oreillettes, c'est sûr. La caféine, c'est pareil, je voudrais la limiter. La caméra, pour moi, c'est inévitable dans le peloton. Là, on n'arrive pas, on veut prendre des sanctions contre les coureurs parce qu'en fait, on n'arrive pas enfin, à prendre des mesures avant les sanctions. Mais pour sanctionner, il va falloir avoir des preuves et tout ce qui se passe en interne du peloton, personne ne le voit à part les coureurs. Donc, ouais, il faudrait mettre des caméras sur les vélos. Alors, peut-être pas tous les vélos, peut-être un coureur par équipe ou deux coureurs par équipe, ce serait suffisant. Mais ça permettrait aussi de sanctionner d'autres gestes parce que moi, je m'arrache encore les cheveux quand je vois des mecs jeter les papiers par terre en pleine course. Et voilà, je sais qu'il y en a plein qui le font encore et je trouve ça insupportable. Voilà, c'est tellement facile de le remettre dans la poche et voilà, ça devrait être puni également. Donc, ça pourrait permettre ouais, de sanctionner plus facilement. Et peut-être qu'un dernier point, je pense qu'on n'en a pas parlé et ça m'étonne, mais moi j'aurais bien aimé voir une limitation du braquet, parce que là enfin, on part dans des excès qui sont assez dingues. Enfin, tous les ans on augmente nos tailles de plateau, et à un moment, c'est aussi pour ça qu'on prend des vitesses excessives. Et si on peut pas, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les gars sur voilà, ça reste une industrie et des marques à promouvoir, donc on va pas réduire la traînée aérodynamique des vélos ou rendre les vélos moins performants, c'est compliqué. Par contre, si on limite le braquet, déjà on limite les prises de vitesse dans les sprints, on limite les prises de vitesse dans les descentes, on limite les vitesses dans les bordures quand il y a vent de dos, et ça c'est pareil, c'est un petit point qui fera pas que ça enlèvera toutes les chutes, mais si on fait plein de petites mesures comme ça peut vachement diminuer le nombre de chutes.
Et surtout, au-delà du diminuer le nombre de chutes, je pense qu'on peut réussir à diminuer la gravité des chutes parce que je suis pas sûr qu'il y ait énormément de plus de chutes qu'avant. Par contre, on en parle beaucoup plus, donc on a l'impression qu'il y en a plus parce qu'en fait, à chaque chute, il se passe un truc de fou. Enfin, il y a plus une chute qui arrive sans conséquence. À chaque fois, il y a des protocoles commotion, il y a des choses, des vertèbres cassées, des côtes cassées. Enfin, là, on parle de choses qui sont graves, hein, comme sur le Tour du Pays Basque. Même hier, on n'a pas, moi, j'ai pas une nouvelle des coureurs qui sont tombés sur le Tour du Doubs, mais il y a quand même un coureur qui a été héliporté. Enfin, c'est que ça devait être grave, quoi. Donc, je pense que c'est la gravité des chutes qui a surtout augmenté et on en parle donc beaucoup plus. Et on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Il n'y en a peut-être pas tant que ça qu'avant, mais voilà, le fait qu'on roule beaucoup plus vite, les conséquences sont beaucoup plus graves. Donc, une limitation du braquet, pour moi, ça aurait du sens, ouais. Ok. Alexis, ton avis? Bah, si on regarde, à chaque fois, il y a toujours une proposition différente. Je pense que c'est une multitude de décisions qui pourra faire son effet. Et par contre, je pense qu'il faut surtout pas oublier la précarité émotionnelle de certains coureurs, des coureurs qui arrivent sans expérience, comme on l'a dit. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent dans un peloton où il y a énormément de stress, énormément d'angoisse, de peur. Et c'est surtout ça qui crée les chutes, je pense. Ok. Rudy, ton avis là-dessus? Non, pour aller vite, moi, je pense que la priorité absolue, c'est un système d'avertissement. Il faut absolument réprimander les comportements dangereux, ne serait-ce que pour dissuader le coureur. Et je pense qu'aujourd'hui, même si toutes les courses sont pas télévisées, il y a quand même beaucoup d'images. Quand on est dans le peloton, on ne sait pas si l'hélico nous filme ou pas. Donc, voilà, avec tout ce qui se fait aujourd'hui, toutes les infos qu'on peut voir à la télé, il y aura déjà de quoi mettre en place ce système-là. Et c'est la priorité absolue. Ok. Julien? Je suis d'accord avec beaucoup de choses. Pour moi, les avertissements et puis carton jaune et rouge, c'est sûr que c'est la première chose à faire. Essayer de mettre beaucoup de caméras. Donc là, on commence à en mettre, mais plus pour avoir des images un peu d'intérieur et des belles images du peloton. Mais il faudrait 5, 6 caméras, peut-être, ouais, 4, 5 caméras par équipe pour essayer de couvrir quand même une bonne partie du peloton pour pouvoir mettre ces sanctions. Euh, pour ce qui a été dit sur le matériel, notamment le braquet, ce qui me pose problème, c'est que suivant la physiologie du coureur, il y a quand même des coureurs qui sont plus aptes à emmener des gros braquets que d'autres. Et j'ai peur en fait que ça soit, comment dire, pas fair-play vis-à-vis de certains coureurs qui ont ces capacités-là. Sachant que je trouve pas que ce soit ces coureurs-là qui créent le plus de chutes, justement. Mais ouais, après, faut essayer de parler de tout. La différence avec la Formule 1, je rebondis sur ce que Guillaume il a dit. La Formule 1, la différence, c'est que tu les vends pas. T'as pas de Formule 1 dans les magasins, donc c'est sûr que c'est pas la même chose non plus que le vélo. Le vélo, tu vas le retrouver dans le magasin. Les gens peuvent acheter les mêmes que nous. Donc c'est pour ça que toute la partie matérielle, développement et tout, ça me paraît assez dur de la limiter en fait. Donc voilà, ça c'est mon avis. Après la radio, il y a du pour, il y a du plus, il y a du moins, c'est sûr. Une radio universelle pour tout le monde avec les différents dangers, ça serait une bonne solution. Ça serait du moins à essayer peut-être sur quelques courses pour voir. Mais voilà quoi. Mais après, si tu essayes sur le tour, ça changera rien. Moi, je trouve, tu vas quand même avoir des chutes et puis on va dire, bah, c'est pas à cause de ça et on sera reparti en arrière quoi. Ok. Geoffrey, ton avis dessus? La priorité pour toi au niveau de la sécurité? Je pense que ouais, les oreillettes font un petit peu de mal. Je pense que c'est un gros point à évoluer. Et puis, au-delà de tout ça, en fait, on parle beaucoup de choses. Et au niveau de l'intégrité physique des coureurs, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à mettre en place au niveau des équipements qui serait commun à tous? Développer quelque Parler chose, on d'un parlait. airbag Ouais, potentiel exactement. aussi Enfin, qui ça descend. existe déjà enfin, pour monsieur tout le monde, voilà. Mais est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à développer, à les intégrer dans les maillots, que ça soit commun à tout le monde? Parce qu'on parle, comme on parlait de la Formule 1, le halo a été mis en place pour la sécurité des mecs. Nous, je pense qu'il y a un réel, enfin, il y a quelque chose à développer là-dessus, quoi. Voilà, faire un appel d'offres pour des entreprises et qui développent un système en priorité sur les parties voilà, enfin, vertébrales, cervicales, peut-être ouais, au niveau des hanches. Voilà, quelque chose qui soit mis en place et qui soit commun à tout le monde pour que les chutes graves soient peut-être voilà,
un petit peu résorbé par ces systèmes, quoi. Même si ça n'enlèvera pas voilà, la base, c'est peut-être ouais, déjà les oreillettes qui font un petit peu de mal, mais je pense qu'on laisse toujours de côté un peu enfin, l'intégrité des coureurs parce que les infrastructures routières, elles changeront pas. De toute manière, on pourra pas, comme beaucoup l'ont dit. Alors, ok, quand on est sur le Tour de France, ça va. Enfin, on revient à des chutes plus traditionnelles qu'on retrouve, voilà, à cause de prise de risque, de pression, etc. Mais il y a beaucoup de courses où on pourra jamais avoir des autoroutes, enfin des routes nickel, aucun îlot, etc. Quoi. Enfin, ça c'est malheureux, mais on va pas faire des courses sur circuit, c'est inconcevable. C'est nous l'essence même de notre sport, c'est d'être sur des voilà sur des routes ouvertes, etc. Quoi. Donc peut-être que ouais, je pense qu'il faudrait qu'une instance, que des postes soient mis en place et qu'on cherche des solutions et à développer des choses à ce niveau-là. Marc, ton avis là-dessus? Bah, si je devais choisir vraiment quelque chose qui est possible de mettre en place rapidement, c'est le comportement des coureurs, les sanctions. Je pense que c'est le plus simple à mettre en place rapidement, même si j'ai bien conscience que tout n'est pas filmé, et notamment au départ. Ouais. Mais bon, c'est déjà un premier pas et je trouve qu'on l'utilise pas assez même parce que au Tour des Flandres, par exemple, oui, le coureur a été sanctionné parce que enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de téléspectateurs et que c'était vraiment une chute scandale. Mais le bidon hier sur la selle, il y a moyen de savoir qui l'a balancé et c'est pas normal qu'il fasse pas l'effort de Ouais. le balancer un tout petit peu plus loin. Il est 3 ou 4e du peloton, ça revient dans le peloton. Il s'est rien passé, mais peut-être qu'il y aurait eu sanction s'il y avait eu chute. Mais faut pas attendre les chutes pour mettre des sanctions. Et je pense que ça, c'est le plus simple. Et dans les sprints, il y a quand même souvent des comportements qui sont vraiment très, très limites. Et voilà, c'est toujours les mêmes coureurs. En plus, je pense que dans le peloton, on les connaît. Donc, à un moment, ouais, les sanctions, c'est le plus simple et le plus rapide à mettre en place. Et après, toutes les idées sont bonnes à prendre. Je pense que elles ont une réduction de possibilité de chute ou de blessure. Mais bon, quand on voit comme c'est compliqué de mettre en place des solutions ou de les appliquer correctement, c'est pas simple. Donc, la caméra, là, il y a déjà la moitié qui est mise en place et peut-être en rajouter si c'est possible sur les vélos, si les équipes acceptent les coureurs. Mais le plus simple, ouais, là, tout de suite, ce serait d'utiliser la télé pour que les arbitres puissent sanctionner. Ouais, en tout cas, donc si je fais un pêle-mêle de toutes vos discussions, ce qui ressort vraiment, c'est sanctionner les coureurs parce que c'est la cause principale. Merci à tous d'avoir participé. On va essayer de rendre ça visible le plus possible pour faire entendre votre parole. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée.